Bonjour à tous et bienvenue dans cet amphithéâtre. Les mesures de sécurité absolument indispensables qui nous filtrent à l'entrée pour écarter les dangereux terroristes qui voudraient entrer dans le bâtiment ont retardé comme toujours un petit peu l'arrivée du public, mais je crois que nous avons atteint le quorum. Cette séance tourne autour à partir de l'exposition de photographie d'August Sander, tourne autour de l'histoire des Juifs en Allemagne dans les années 30. Pourquoi ? Parce que des Juifs sont photographiés, des Juifs de Cologne donc sont photographiés par August Sander. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir cette magnifique exposition, magnifique à bien des égards, et parfaitement mise en scène d'ailleurs, parfaitement scénographiée. Ça était donc le prétexte du côté de Livia Pernes et de Marie-Edith Agostini qui sont ici aujourd'hui d'organiser ce rendez-vous sur l'histoire des Juifs en Allemagne, histoire qui n'est quasiment pas connue. Nous connaissons les Juifs allemands pour leur seule qualité de victimes du nazisme et non pas pour leur histoire en soi. Et c'est pour ça que nous avons décidé de réunir des spécialistes de cette question aujourd'hui sur ce sujet pour voir les Juifs allemands un peu comme August Sander pouvait les voir lui-même avant 1933, c'est-à-dire comme des citoyens à part du Reich allemand, comme des citoyens prospères, parfaitement intégrés comme la Grande Guerre l'avait montré, et non pas, encore une fois, comme objet de politique nazie. Pour nous initier à ce sujet-là, plusieurs donc spécialistes, Christoph Kreutzmüller, qui est curateur au musée juif de Berlin et qui va nous parler de photographes juifs qui étaient collègues et connus de August Sander à cette époque. Patrick Farge, professeur à l'université Paris 7, professeur d'histoire allemande à l'université Paris 7, qui est spécialiste, entre autres, d'histoire du genre et d'histoire de la virilité, et par ce biais de l'histoire des Yekes, c'est-à-dire de l'histoire de ces juifs allemands émigrés en Eretz Israël, et qui va nous parler donc des vagues d'émigration hors du Reich. D'abord et avant tout, à tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui va prendre d'abord la parole, Dominique Bourrel, directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'université donc Paris-Sorbonne, qui est le grand spécialiste français-européen, sinon mondial, de l'histoire des Juifs allemands, de l'histoire des Juifs heureux, comme il le dit, puisque, effectivement, j'y reviens, il s'agit de l'histoire des Juifs, non pas victimes, mais vivants, dans ce Reich allemand. Et c'est lui qui, pour une première prise de parole, avant de conclure notre cycle, il reprendra à nouveau la parole tout à l'heure, va nous introduire à cette histoire des Juifs allemands des 19e, 20e siècle, avant donc 1933. Un tout petit mot peut-être, ces Juifs sont présents en Allemagne depuis la conquête romaine, nous le savons, depuis le 4e siècle. C'est le cas d'abord et avant tout à Cologne, puisque la présence juive est attestée dès l'an 321. Et c'est une très longue histoire, marquée par des réalisations artistiques, intellectuelles, absolument formidables, dont Dominique Bourrel est un éminent spécialiste. Je renvoie évidemment à sa dernière grande publication, sa biographie de Martin Buber. Voilà, je te passe la parole, Dominique, et te remercie. Merci beaucoup, Johan. C'est toujours un plaisir d'être ici, notamment pour parler de photographie et pour parler d'artistes. On était venu déjà il y a de longues années parler de Pizarek, qui est aussi une des grandes collections de ces photos. Et rien qu'en passant en revue une partie de ma bibliothèque, j'ai trouvé par exemple les noms de Fred Stein, de Tim Guidal, de Giselle Freund, bien évidemment, de Joseph Breitenbach, de Erwin Blumenfeld et de Helmut Newton, qui, comme vous savez, s'appelait en réalité Neuständer et a été enterré juste à côté de Marilyn Monroe, ce qui voulait absolument, donc dans un tout petit cimetière près dans le coin de Friedenau, et c'est très touchant. On a ces deux tombes les unes à côté des autres, et celle de Marlène Dietrich, pardon, et celle de Marlène. Oui. Non, je pensais à autre chose, c'est pour ça.
voyez, c'est à force de parler des juifs, des gens heureux, on a du mal à de nouveau. Et donc, effectivement, ce qui m'a intéressé, c'était ces moments tout à fait extraordinaires qu'ont vécu de leur aveu eux-mêmes les Juifs allemands depuis la conquête ou la défaite, je l'ai dit, napoléonienne jusqu'en 1930. En tout cas, je rappelle qu'en 1928, il n'y a que 12 députés du NSDAP au Reichstag et les nazis pèsent à peu près 2,6% du monde politique, culturel, etc. Donc ils sont tout à fait fondés, les Juifs allemands sont tout à fait fondés à penser que c'est fini. C'est-à-dire que Adolf Hitler et sa bande vont disparaître. En plus, en 29, c'est une grande date pour l'histoire du judaïsme allemand parce que c'est le jubilé de la naissance de Moses Mendelssohn, qui est bien sûr l'archange, si je puis dire, de l'émancipation réussie, non pas de l'assimilation, mais de l'émancipation réussie. Il y a donc des ministres, des juristes et des banquiers, des auteurs, toutes choses qu'on connaît assez bien. Alors c'est vrai qu'il faut reprendre quand même cette histoire, en tout cas au milieu du 19e siècle, ce qui est très frappant par rapport à l'histoire des Juifs en France, où l'histoire des Juifs en France, on leur a donné la citoyenneté, j'allais dire en une nuit, immédiatement, au cours de la Révolution française. D'ailleurs, ils sont passés dans la même soirée avec les comédiens et les prostituées, puisqu'il fallait que rien ne dépasse. Quand les citoyens sont égaux devant la loi, alors on prend tous, comme le lit de Procus, on prend tout ce qui dépasse et on les met ensemble. En Allemagne, c'était tout à fait le contraire. En Allemagne, il y a eu d'abord une émancipation culturelle, d'abord une émancipation sociale, et à la fin du 19e siècle seulement, l'émancipation politique, plus ou moins réussie d'ailleurs. Donc les grandes dates, comme vous savez, c'est 1871, au moment de l'unification allemande, où là, on a trouvé une manière un peu élégante de combler ce fossé. Johann a très bien dit, comme les Juifs français, les Juifs allemands sont allés à la guerre fleur au fusil, en disant on va montrer qu'on est des Allemands, voire même des meilleurs Allemands, avec un drame en 1916 qui est la Judenzählung, c'est-à-dire qu'on a commencé à compter les Juifs, à se demander si c'était pas des planqués, à se demander s'ils étaient bien là, s'ils avaient bien fait la guerre comme ils le disaient. Et là, ça a été un choc. Tous les gens, et je crois que Farge va en parler aussi, tous les gens qu'on a pu voir après, que ça soit aux États-Unis, en Allemagne ou en Palestine mandataire, qui était la désignation de l'époque, ont été très très marqués par cela. L'idée de faire la guerre, d'aller mourir et d'être compté après, c'était quelque chose qui a été insupportable. Et beaucoup de jeunes sionistes allemands, il n'y en avait pas beaucoup, parce que c'était une drôle d'idée quand vous étiez un juif allemand intégré, d'aller dans un endroit où il y avait la malaria, où on ne pouvait pas vivre, et où il y avait aussi des Arabes, la guerre, etc. Mais pour eux, 1916, ça a été quelque chose d'absolument épouvantable. Alors cette République de Weimar, qui est donc le petit régime qui a été détesté par absolument tout le monde, qui est entre les deux guerres, a été d'ailleurs malheureusement la première, ou la deuxième, si on peut raffiner un peu, la deuxième démocratie allemande, et là on a donné les droits soi-disant complets, politiques, intellectuels, culturels aux Juifs. Mais les adversaires pensaient déjà en termes antisémites, judéophobes, puisqu'on l'a appelé die Judenrepublik, la République des Juifs. Pourquoi ? Parce que, par exemple, celui qui avait fait la constitution de Weimar, c'était bien évidemment un professeur de droit qui s'appelait Preuss, c'est d'ailleurs incroyable pour le nom des Juifs allemands. Vous savez, c'est un de mes... Et puis, c'était pas seulement un de nos jardins secrets, mais le grand professeur Gershom Scholem, qui était né à Berlin, avait une série de blagues comme ça extraordinaires sur les noms des Juifs, puisque après la défaite, ça dépend de quel côté vous êtes, ou la victoire napoléonienne, on avait forcé les Juifs à prendre des noms comme tout le monde, qu'ils arrêtent de s'appeler David Ben Abraham, etc. Et donc les Juifs allemands, selon que vous aviez de l'argent, pas de l'argent, etc., il y avait toute une série de noms. On pourrait réécrire d'ailleurs l'histoire des Juifs simplement avec l'onomastique, si vous voulez. Et alors ce grand constitutionnaliste qui était Preuss avait donc fait la constitution de Weimar, et donc bien sûr tout de suite ça a été pour les adversaires une Judenrepublik. Et puis la deuxième chose aussi qui a été un traumatisme, c'est que du coup, puisque maintenant tout le monde avait accès aux grandes charges, eh bien, on a nommé ministre des Affaires étrangères Rathenau, qui était, je ne sais pas si c'était un vrai juif heureux, mais en tout cas, c'était lui un juif, alors bac plus 25, était non seulement riche, intelligent, cultivé, auteur, éditeur, etc. Et on lui avait dit, ça va être très embêtant si vous êtes ministre des Affaires étrangères, tant que vous faites autre chose, c'est pas très grave, vous pouvez avoir d'autres ministères, mais ce ministère, et Einstein a passé une soirée chez lui, avec le patron d'ailleurs du sionisme allemand,
de l'époque, s'appelait Kurt Blumenfeld, l'ami de Hannah Arendt, en lui disant surtout ne prenez pas ce poste-là parce que ça va vous attirer les ennuis, ça n'a pas raté. Bien sûr, il a refusé la garde rapprochée, il a refusé le gilet pare-balles, etc. Et donc, ce qui est extraordinaire dans cette République de Weimar, donc, qui défile devant nous quand on regarde ces photos, c'est qu'on a d'un côté la catastrophe, et de l'autre côté, une efflorescence absolument extraordinaire, record absolu des prix Nobel, record des auteurs dramatiques, le théâtre. Il suffit de vous promener maintenant à Berlin et de voir ces Stolpersteine, vous voyez, qui sont ces petits carrés qu'on a devant, où on a une impression absolument gigantesque de gens qui ont participé là. D'autant plus qu'ils ne pesaient jamais plus en Allemagne que 1%. Les juifs allemands ne sont jamais plus de 1% de la totalité, et petit à petit, effectivement, ils vont venir dans les grandes villes parce que c'est plus simple, parce que c'est plus facile, et ils vont venir en Prusse. Et donc, en 1933, on va avoir à peu près 400 000, 500 000. Même les statistiques commencent à... Le nombre de juifs commence d'ailleurs à décliner. C'est vous dire, justement, s'il n'y aura pas beaucoup de sionistes en Allemagne avant ce moment-là. En plus, comme vous savez, après, ça sera les Jeux Olympiques, etc. Donc, jusqu'au dernier moment, ils vont y croire. Et Cologne joue un rôle extrêmement intéressant. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard, à mon avis, s'il a eu cette acuité du regard, parce que Cologne, c'est là où on a le proto-sionisme, c'est-à-dire avant Theodor Herzl, on a Wolfson, Bodenheimer, etc., qui commencent, parce que les Russes arrivent, à cause du numerus clausus, les étudiants russes arrivent, et là, qui commencent à réfléchir à l'idée d'une solution nationale. Mais vous voyez donc ces juifs qui vont arriver dans le monde des journalistes, dans le monde de l'art, aussi dans le monde universitaire, avec quand même un peu plus de difficultés dans les vieilles universités comme Berlin, mais les jeunes universités comme Hambourg, par exemple, ou Francfort, où enseignait Buber, où là, naturellement, vous allez trouver des juifs, pour une raison très simple, c'est qu'on sait très bien que un père juif, la première des choses qu'il fait avec son fils, c'est de lire la Torah, et donc de lui apprendre à lire, et que donc on a cette espèce de formation du texte comme ça, tout à fait extraordinaire, qu'on ne peut pas avoir une communauté avec un minyan s'il n'y a pas de médecin. Et donc, bien évidemment, il y a une espèce de savoir comme ça, ancestral, qui fait qu'une fois où on va leur ouvrir les portes, alors forcément, ils vont pouvoir travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, lisez la préface hébraïque, enfin elle est traduite en français, rassurez-vous, de la version hébraïque de Totem et Tabou, où Freud explique, où on dit à Freud, mais vous êtes un athée, vous ne croyez pas à toutes ces choses-là, comment, et c'est quoi le judaïsme pour vous? Et il dit, c'est précisément ça. C'est-à-dire le fait que dans des disciplines comme ça, on prend celle où on est un peu en dehors, un peu à la limite, un peu comme ça, et là on peut réussir. À Berlin, dans les années 30, quand on dit je vais chez le juif, ça veut dire je vais chez le médecin. Alors que chez nous, comme vous savez, quand on dit je vais chez le juif, c'est plutôt pour changer de costume. Et donc, les avocats, enfin, on a des dizaines et des dizaines de livres là-dessus. Hein, donc, si vous voulez des choses précises, c'est pas difficile à trouver. Donc, c'est ça qui est très frappant dans cette République de Weimar. Vous avez d'ailleurs aussi des juifs intégrés absolument toute la chaîne, c'est-à-dire normalement, j'ai un numéro spécial sur les souteneurs et les tenanciers de bordel, naturellement, qui prennent des petites galiciennes. Les font passer quelques mois à Berlin ou à Hambourg et vous les retrouvez après à Montevideo et en Amérique latine. Il y a eu d'ailleurs à Berlin une exposition là-dessus qui s'appelait d'ailleurs Der gelbe Schein, n'est-ce pas? C'était pas l'étoile, mais c'était des gens qu'on marquait là, et jusque bien évidemment avec les grands violonistes, les grands journalistes, etc. Un mot simplement sur le théâtre, par exemple le nom de Brahms et de Reinhardt. Reinhardt doit vous être connu parce que un de ses professeurs de français, enfin quelqu'un qui lui a donné quelques lignes, quelquefois des leçons de français, c'était Raymond Aron. Quand vous voyez quand vous lisez les mémoires de Raymond Aron, ce qu'il faut absolument faire, parce qu'il est à Berlin à ce moment-là, comme vous savez, juste avant Jean-Paul Sartre. Et donc, il a vécu là, en Allemagne, d'ailleurs, avant à Cologne, il me semble, oui, avant Cologne et après à Berlin. Regardez ses mémoires, c'est absolument extraordinaire, et en plus, c'est superbement écrit. Et donc, ces juifs, si vous voulez, vont petit à petit gagner quand même une reconnaissance culturelle, mais comme c'est une république qui naît de la défaite, avec la légende du coup de poignard, etc., en réalité, cette république va être attaquée de tous les côtés, y compris par la gauche, j'allais dire ce qui est plus grave, et ça nous rapproche aussi du fils de notre auteur, puisque ces gens-là deviendront communistes. Le fils de Buber est communiste, le fils de Zander est communiste, et ces communistes-là vont détester la République de Weimar et vont bien évidemment être des alliés objectifs de cette catastrophe. Là encore, on va arriver devant une espèce d'habitude de penser que les Juifs sont des communistes, que les Juifs sont justement des socialistes, etc. Tout ça naît à ce moment-là à Berlin, parce que c'est vrai que pensez à Rosa Luxembourg, qui elle aussi est assassinée
années d'ailleurs avant, juste avant Rathenau, si vous voulez. Donc cette République de Weimar, c'est en même temps des juifs heureux et en même temps la mort qui rôde, quoi. C'est ça qui est tout à fait impressionnant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle leurs romans, leur philosophie, leur théâtre, leurs films nous parlent encore aujourd'hui, parce que j'allais dire, nous, on est habitués à ce type de société, où vous avez le meilleur et le pire. Et donc, il y a beaucoup d'ailleurs de littérature sur la République de Weimar, y compris en français. J'en ai un pour terminer, j'en ai un que je voulais vous montrer, parce que ça permet de reprendre j'allais dire une blague, enfin de terminer par un sourire. Une des grandes petites biographies, c'est celle de Peter Gay, qui est, comme vous savez, le biographe de Freud et un des meilleurs spécialistes de cette période. Et bien, ce Peter Gay, ça vous étonnera pas, il est né Peter Fröhlich. Et ce Peter Fröhlich, quand sa famille est partie, donc pour ceux qui malheureusement n'auraient pas fait d'allemand, Fröhlich, ça veut dire heureux. Et à l'époque, Gay voulait dire heureux aussi. Et donc quand la famille est arrivée à Detroit, en 38 ou en 39, avec la Gestapo, aux fesses, on lui a dit, écoutez, Herr Fröhlich, ça va pas faire ça, il va falloir changer de nom. Et donc il a dit, bon, ben on va changer Fröhlich en Gay. Et c'était extraordinaire, parce que quand il enseignait, après on voyait ce vieux monsieur, il est mort il y a pas très longtemps, ce vieux monsieur avec ce look de professeur allemand, et qui disait toujours, my name is Peter Gay, but I was born Peter Fröhlich und das war viel einfacher. Et Peter Fröhlich a d'ailleurs publié son autobiographie. On a quelques autobiographies de juifs berlinois disponibles en français, et aussi une ou deux d'ailleurs sur Cologne. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le premier round, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, encore une fois, ces chiffres sont clairs. En 1928, quelqu'un, pas seulement des gens qui n'avaient pas envie de partir, pas des gens qui étaient aveuglés, c'est toujours ce qu'on nous a raconté. On s'est dit, vous comprenez, ces juifs allemands, c'est toujours ça vient un peu de notre côté. Les Français, on dit forcément ces juifs allemands, c'est d'abord des Allemands. Donc forcément, vous voyez bien, ces juifs allemands, ils n'ont rien compris, ils ne voulaient pas, etc. En réalité, il y avait tout à fait quand même de quoi se dire, bon ben, on va y arriver, l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 2000 ans, donc on ne va pas commencer à se frapper à cause de ça. Et regardez, on a des ministres, des professeurs, des metteurs en scène, des éditeurs, des philosophes, etc. Donc on n'a pas de raison. Et ensuite, comme chacun sait, les choses se sont précipitées, à cause d'ailleurs aussi d'une crise aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, où là on a encore attaqué les juifs allemands, les banquiers, mais les juifs allemands qui étaient partis avant, puisque vous savez qu'une grande partie, bien évidemment, de ce qui a fait la grandeur des États-Unis, on l'oublie toujours, y compris dans nos disciplines, c'est bien évidemment les juifs de la Mitteleuropa et les juifs allemands, dans la banque, dans les professeurs, etc. Je signalerai d'ailleurs, pour terminer, que le terme de dollar vient de Thaler, c'est-à-dire qu'il a fallu une ou deux voix pour que l'allemand soit même la langue des États-Unis. C'était tout à fait extraordinaire. Et là, ça n'avait pas seulement à voir avec les Juifs. Il y avait des protestants, il y avait des huguenots, il y avait des gens qui étaient partis de ce côté-là. Et donc, encore une fois, on a dit, voyez bien, c'est ces Juifs américains qui mettent à genoux notre République. Et alors, à ce moment-là, effectivement, 2 ou 3 ans plus tard, c'était plié. Merci beaucoup. On voit à écouter Dominique Borel que le bonheur est contagieux. Le gai savoir, petit jeu de mots avec Peter Gay, évidemment, renvoie à Nietzsche et à toute l'ambiguïté en fait des Wortführer, de la culture allemande de l'époque à l'égard des Juifs. Quand on fait de Nietzsche des prodromes ou des penseurs qui précèdent ou qui annoncent le nazisme, c'est archi faux. Vous lisez Nietzsche, vous voyez ce qu'il dit sur les nationalistes allemands. Que de bière il y a dans l'esprit allemand, dit Nietzsche. C'est quand même très flatteur. Que de bière dans l'esprit allemand, et vous voyez ce qu'il dit sur les juifs. Philosémitisme pur et parfait. Donc le gai savoir, là. L'histoire de Fröhlich est également intéressante dans la mesure où ça dit bien, du côté des services d'immigration américaines, la manière dont les autorités américaines, comme les autorités françaises, etc., voient les juifs immigrés d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et d'Allemagne. Ils les voient comme des communistes, le judéo-communisme, le judéo-bolchevisme, etc. D'où la tragédie, en partie la tragédie absolue des juifs réfugiés de la zone sous contrôle nazi à partir de 1938, la conférence d'Évian, qui est un échec total. Personne n'en veut, à part un dictateur latino-américain, enfin, en l'occurrence Rafael Trujillo, qui veut accueillir des juifs pour des raisons racistes, parce que les juifs vont lui permettre de blanchir, dit-il, sa population locale en République dominicaine. Bon, on est toujours le juif de quelqu'un d'autre, la logique du racisme est quand même assez intéressante, mais personne n'en veut. Pourquoi ? Parce que les juifs sont porteurs du bacille communiste. De la même manière que, aujourd'hui, peut-être, d'autres types de réfugiés sont porteurs d'autres bacilles, djihadistes ou autres, mais en tout cas, on identifie très clairement les réfugiés avec un
avec une pathologie politique. Autre enseignement de ce que dit Dominique, c'est l'absence de téléologie, comme on dit en histoire. On a tendance à lire l'arrivée du nazisme de manière totalement inéluctable et nécessaire. Or, les contemporains ne voient pas du tout les choses comme cela. Tu parlais de 1929, mais on peut parler de novembre ou décembre 1932, où les premiers à dire que c'est fichu et que les nazis n'arriveront jamais au pouvoir, ce sont les nazis. Ce sont les nazis eux-mêmes qui ont l'impression d'avoir tout raté et qu'ils n'y arriveront jamais. Il a fallu toute une suite de circonstances, de conjonctures, de complots pour que les nazis arrivent au pouvoir, alors qu'ils n'étaient pas du tout programmés pour y arriver. Donc la téléologie, ça, c'est vraiment le gros problème de notre lecture de la période. Rien n'était nécessaire et, comme l'a dit Dominique, les Juifs allemands avaient tout pour non seulement être heureux, mais être confiants dans l'avenir. Et pourtant, ils ont été frappés par la foudre à partir de 1933. Il y a eu une réaction légitime de la part de la population, d'une partie de la population juive allemande, qui était de partir de cette Allemagne qui, d'accueillante qu'elle était depuis le XVIIe siècle, il faut bien le rappeler, cette Allemagne qui est devenue hostile, cette Allemagne qui, de 1933 à 1939, édicte 400 décrets et règlements qui rendent la vie des Juifs impossible en Allemagne. Quand on ne peut plus sortir son chien, posséder une voiture, avoir un doctorat, acheter du lait, sortir au-delà de 16 heures, aller se baigner, faire ses courses, etc., on ne peut plus vivre. Et c'est véritablement la première phase de la politique nazie qui est résumée par le slogan « Juden raus », les Juifs dehors. Eh bien, ça a été une voie qui a été empruntée par certains Juifs, dont Patrick Farge, le professeur Patrick Farge est spécialiste. Oui, alors merci. Donc on va être un petit peu moins heureux là, je pense, après l'exposé de Dominique. Alors je voudrais quand même faire le lien avec l'exposition August Sander, puisque effectivement l'un des objets des photographies d'August Sander, ce sont des photos d'identité pour toutes ces familles juives qui doivent se faire refaire des papiers. On doit se faire refaire des papiers pour rester en Allemagne, mais on doit aussi se faire refaire toute une série de papiers pour pouvoir émigrer, pour pouvoir partir. En fonction des endroits où l'on souhaite partir, les papiers ne sont pas les mêmes. On doit réunir des dossiers à chaque fois différents. Ça prend énormément d'énergie, beaucoup de temps pour des familles dans les années 30. Et c'est ce sur quoi je vais essayer de dire 2-3 mots aujourd'hui. Alors, je suis très influencé, moi, à titre personnel, par une chercheuse new-yorkaise, Marion Kaplan, qui est historienne à l'Université de New York, et qui est d'origine juive allemande, elle aussi d'ailleurs, comme beaucoup d'universitaires en Jewish Studies aux États-Unis, et en particulier à New York, et en particulier à Washington Heights. Et donc, son livre s'intitule Between Dignity and Despair, donc entre la dignité et le désespoir. Et je pense que ça résume assez bien aussi l'image qu'on peut se faire de ces années 30 par rapport à ce que disait Dominique aussi, autour d'une vie certes avec des moments de bonheur, mais avec la mort qui rôde en permanence. Alors pour ma part, de la même manière que donc Marion Kaplan a essayé de faire une histoire de la vie quotidienne des Juifs en Allemagne et après 1938 en Autriche, Autriche annexée par l'Allemagne en mars 1938, je me suis intéressé à la génération des enfants et des adolescents qui sont nés, disons, entre 1910 et 1925 et qui voient donc l'arrivée du nazisme bouleverser leurs années de jeunesse et leurs années d'adolescence au sein de ces familles qui cherchent désespérément à partir. Alors je me suis intéressé à 2 destinations très différentes l'une de l'autre au cours de ces dernières années. La première, c'est une destination plutôt accidentelle, c'est le Canada. Moins de 6000 personnes venant d'Allemagne et d'Autriche et juives ont pu accéder au Canada. Le Canada est un pays extrêmement antisémite. La conférence d'Évian que Johann Chapoutot évoquait en 1938 le montre de manière éclatante sur la scène internationale. Le Canada ne veut pas de juifs. L'ouvrage de référence là-dessus s'appelle « None is too many ». Aucun, c'est déjà trop. C'est une citation d'un
d'un homme du gouvernement canadien au moment de la conférence d'Évian. Donc, si vous voulez, s'intéresser à ce pays d'émigration pour des Juifs allemands, c'était une gageure, c'était une manière d'essayer de savoir comment, malgré tout, on passe à travers les mailles du filet et l'on arrive à émigrer au Canada. L'autre destination, elle est plus évidente, c'est celle à laquelle Dominique Bourrel a fait référence aussi, c'est la Palestine sous mandat britannique, la Palestine mandataire qui deviendra Israël, évidemment, qui est Eretz Israël et qui connaît donc plusieurs aliotes depuis la fin du 19e siècle, et ce qu'on appelle la 5e alia, ou l'alia germanophone aussi, alia germanite, qui n'est pas toujours totalement germanophone, mais enfin c'est disons cette immigration dans les années 30 de Juifs d'Europe centrale qui fuient beaucoup de choses, mais en partie la crise économique aussi évidemment depuis 1929, mais qui fuient évidemment à partir de 1933 le nazisme et l'influence qu'a eu le nazisme sur l'Europe, voilà, avec des autorités britanniques qui ne jouent pas nécessairement le jeu non plus, puisque elles veulent ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire ménager les populations arabes pour ne pas faire entrer trop de juifs en Palestine et pour ne pas agrandir le Yishuv dans les années 30. Donc, on peut distinguer, si vous voulez, plusieurs vagues d'exil juif après 1933, hein, si on essaie de faire un micro-découpage de ces années que sont le nazisme. Et il est intéressant aussi de constater qu'évidemment, ces différentes vagues d'émigration suivent les phases politiques du régime nazi lui-même, qui impose des changements dans la vie quotidienne des Juifs, jusqu'à ces 400 décrets qui empêchent la vie quotidienne très concrètement. Alors la première phase, c'est celle qui va de 33 à 35, c'est une phase qui est marquée par des humiliations que l'on connaît bien, par un rejet collectif des Juifs, et puis aussi les premières mesures officielles qui visent à écarter les Juifs des activités économiques, les premiers assassinats d'opposants politiques aussi. Donc dans cette première phase 33 à 35, on voit une première vague de gens qui décident de quitter l'Allemagne à ce moment-là. Cette première vague va d'ailleurs, on est encore dans une logique d'exil plutôt que d'immigration. On fuit l'Allemagne pour se rendre dans un endroit qui n'est pas trop loin de l'Allemagne, avec l'espoir de pouvoir revenir, de se dire tout ça n'est qu'un épisode. Nous en avons connu d'autres dans l'histoire juive sur le temps long. Ça va passer. Donc on va à Prague, on va à Paris, on va à Amsterdam, on va à Moscou, mais ce sera une solution plus durable, pardon. Mais en tout cas, la solution Paris et Amsterdam et Prague va se révéler, Vienne aussi, Vienne jusqu'en 38, et donc ça c'est la première phase. Il faut noter aussi évidemment le boycott qui a lieu pendant cette phase, le boycott des magasins juifs le 1er avril 1933, qui finalement a un semi-échec pour le régime nazi, puisque finalement malgré une médiatisation importante, malgré un ramdam de folie, n'est pas tant suivi que ça, ce boycott. Et en fait, quand on regarde les sources, donc les sources sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont des sources familiales. Donc ce sont les correspondances, ce sont les journaux intimes, ce sont les entretiens que j'ai faits ou qui ont été faits par d'autres d'histoire orale. Si on relit ces sources-là, ces sources sont intéressantes parce qu'elles permettent de voir comment de l'intérieur on a pu vivre ces choses, et le commerçant qui écrit dans son journal, ou la femme du commerçant qui écrit dans son journal intime, finalement nos clients sont revenus nous voir le lendemain en nous disant écoutez, nous continuerons d'aller chez vous, etc. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est ce que montre très bien Marion Kaplan dans son livre, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est à quel point finalement on s'habitue à des contraintes sur le quotidien, on s'habitue
Et ça peut aller très loin, et on s'habitue de plus en plus, et on recrée des formes de normalité, parce qu'on a besoin de normalité pour continuer à faire sa vie quotidienne. On a besoin de continuer à penser qu'on a une vie normale. Donc quand on ne peut plus mettre ses enfants à l'école avec tous les autres enfants, eh bien, des écoles juives se créent. On met ses enfants à l'école juive. Les enfants perçoivent une différence, mais finalement, on recrée pour eux une normalité et un quotidien. La deuxième phase, elle débute évidemment avec 1935 et la promulgation en septembre 1935 des lois dites de Nuremberg, et notamment cette loi infâme sur la protection du sang et de l'honneur allemand, Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, qui interdit aux Juifs toute union avec des citoyens allemands, et puis qui s'assortit évidemment dans le cadre d'une loi sur la citoyenneté du Reich, d'une déchéance de la nationalité. C'est le moment aussi, cette deuxième phase dans laquelle commencent des véritables persécutions et surtout des confiscations et expropriations. Et donc là, encore une fois, le régime nazi qui a une attitude plutôt ambiguë vis-à-vis de l'émigration des Juifs. C'est d'ailleurs un débat à l'intérieur même du nazisme, des autorités, que de savoir s'il faut favoriser l'émigration des Juifs à cette période-là, ou au contraire, parce que favoriser, ça permet de confisquer aussi, et donc ça permet d'enrichir le Reich sur le dos des personnes expropriées. Donc c'est une politique assez ambiguë qui permet de partir, qui pousse à partir parfois, mais vous voyez qui en même temps vous empêche de partir parce que vous croyez encore à une forme de normalité et vous recréez un univers quotidien qui vous permet de continuer à vivre. Donc c'est très ambigu, cette décision de partir est de toute façon une décision extrêmement douloureuse pour des familles dans des processus de décision d'ailleurs qui mènent à des conflits à l'intérieur des couples, qui mènent à des conflits entre les parents et les enfants. Il y a des enfants adultes qui choisissent de partir alors que leurs parents souhaitent rester. Enfin, toutes les configurations sont possibles. Donc cette deuxième phase, elle continue jusqu'en 1938 et on peut considérer qu'environ jusqu'en 1938, un quart des Juifs d'Allemagne sont partis. Donc ce qui correspond, puisqu'on peut partir du principe qu'il y a à peu près un gros demi-million de personnes juives en Allemagne de nationalité allemande, puisqu'il y a aussi des juifs qui ne sont pas de nationalité allemande en Allemagne en 1933, mais sur ces 500, ce gros demi-million, un quart environ, donc 125 000 environ, sont partis dans les deux premières phases jusqu'en 1938. La troisième phase, c'est la plus dramatique, de l'avant-guerre. C'est la troisième évolution qui est une amplification majeure. Voilà. Après l'accalmie, je crois que c'est Dominique qui a parlé de l'effet Jeux Olympiques de 1936. En 1936, ça se voit très bien dans les journaux intimes et les écrits des enfants et des adolescents en Allemagne de cette époque-là. Les Jeux Olympiques sont un moment de grand retour d'une fierté nationale aussi pour des Juifs persécutés. Parce qu'on parle de sport, parce que l'Allemagne se présente elle-même comme grande, etc., et qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver et d'été. Et donc il y a une forme d'accalmie aussi en 1936 pour une Allemagne qui veut se présenter au monde comme étant moins pire qu'elle n'est en réalité. Et donc le choc est d'autant plus difficile à partir de 1938 lorsque les persécutions deviennent véritablement tragique. Vous connaissez ce qu'on appelle la nuit de cristal, qui est en fait un pogrom, qui prend pour, qui suit de très près l'expulsion des Juifs polonais du territoire du Reich, et c'est aussi cette troisième phase dans laquelle commence l'arianisation entre guillemets de l'économie, c'est-à-dire la spoliation
et l'expropriation totale, voilà, qui est lié aussi au décret d'application des lois sur la citoyenneté, etc. La dernière phase, c'est évidemment celle du regroupement dans les ghettos et de la déportation. Voilà, donc ça c'est la dernière phase. C'est celle aussi de la vie clandestine, donc c'est celle entre 41 et 45. C'est celle aussi de ces cas qu'on connaît, hein, de survie cachée. Bon, il semble y avoir eu peut-être que Christoph Kreutzmüller reviendra dessus, mais il semble y avoir eu un effet Berlin. Berlin semble avoir permis à davantage de personnes de survivre dans la clandestinité que d'autres endroits en Allemagne. Voilà, et donc pour terminer, si l'on veut résumer, si l'on veut faire une sorte d'image de ce que peut être la vie quotidienne d'une famille juive en Allemagne dans les années 30 ou en Autriche après 38, alors petite note de bas de page, c'est très historien ça, faire une note de bas de page. L'Autriche, qui est annexée à partir de 38, connaît évidemment dans un processus accéléré tout ce que les Juifs en Allemagne ont vu se produire en plusieurs années. Et les Juifs en Allemagne ont eu le temps de s'habituer, je l'ai dit à plusieurs reprises, ont eu le temps de recréer une normalité et un quotidien malgré ces interdictions. Si vous vous promenez aujourd'hui dans le quartier de Berlin-Schöneberg, où il y avait beaucoup de Juifs, de familles juives qui vivaient, vous verrez sur les panneaux des extraits de ces différents décrets qui empêchent la vie quotidienne. Et quand on parle de l'interdiction d'acheter certains produits, de s'asseoir sur certains bancs, ça va jusque-là, de fréquenter certaines piscines. Ça, c'est quelque chose que mes adolescents retiennent beaucoup dans leur mémoire et dans les témoignages, dans les entretiens que j'ai fait avec eux. Ne plus pouvoir aller à la piscine où on allait régulièrement, ça, c'est quelque chose que pour des jeunes adolescents, ça a modifié de fond en comble leur perception de leur propre quotidien. Donc cette vie quotidienne est réglée par des quotas, des affidavits, des certificats, puisque pour aller en Palestine mandataire, il faut un certificat délivré par les autorités britanniques. Il faut trouver des sponsors. Il faut trouver, donc vous connaissez peut-être ces histoires de ces familles qui recherchent désespérément des gens qui portent le même nom qu'elles. Donc on revient à cette idée onomastique. Dans l'annuaire de la ville de New York, par exemple. Et parfois ça marche, mais évidemment, la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc c'est ça aussi le quotidien. À partir du moment où l'on prend la décision de partir, c'est comment partons, combien de fois on connaît un échec avant de partir. Et petite dernière chose, et après je m'arrête vraiment, la migration vers l'étranger, elle est souvent précédée d'une migration vers un centre urbain plus important. Et ça aussi, ça modifie, parce qu'on envoie quelqu'un, on envoie le père, la mère. Parfois, on envoie la mère parce qu'on pense que les femmes sont moins... Alors, je suis aussi spécialiste de l'histoire du genre, comme Marion Kaplan d'ailleurs. On pense que les femmes sont moins susceptibles de se faire ennuyer dans l'Allemagne nazie. Ça marche pendant un temps, mais ça ne marche pas longtemps. Mais donc, on envoie quelqu'un faire le pied de grue devant les consulats, rassembler tous les papiers, donc dans un centre urbain plus important. Donc la migration d'une famille, elle est précédée de micro-déplacements à l'intérieur du Reich pour aller récupérer tous les papiers qu'il faut. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et puis, toute dernière phrase vraiment, l'une des phrases que l'on pourrait retenir, c'est que finalement la mort sociale des Juifs en Allemagne a précédé leur mort. On a cherché par ces différentes je ne trouve plus. Oui, oui, toutes ces normes, merci beaucoup, merci collectif. On a cherché à provoquer leur mort sociale avant leur mort. Donc c'est ça qui marque le quotidien des années 30. Merci.
Merci beaucoup Patrick. Et alors à propos de l'effet Berlin que tu évoquais, cette anecdote que m'a livrée mon collègue et ami Paul Weinling, spécialiste d'histoire de la médecine à l'université d'Oxford, qui me disait que son grand-père, un de ses grands-parents, avait fui l'Autriche en 1941 pour se réfugier à Berlin. Il avait traversé tout le Reich pour se terrer à Berlin parce qu'il était convaincu, et l'histoire lui a donné raison, que c'était là qu'il pouvait survivre. Et de fait, il a survécu. On a fait d'ailleurs ici, il n'y a pas très longtemps, une séance sur une femme berlinoise qui avait enlevé l'étoile jaune, qui est la fille de notre collègue Simon, qui était professeur de philosophie juive. Et le livre est paru en français où elle raconte effectivement en disant cela, ils ne m'auront pas. Et elle passe absolument au moins 3-4 ans dans Berlin régulièrement comme ça. Et un autre grand mérite de l'intervention de Patrick à l'instant, c'est de nous montrer la diachronie, comme on dit en histoire, c'est-à-dire de nous montrer que la politique anti-juive des nazis a une évolution, que jusqu'en 1938 c'est une certaine politique. Il y a un coup de poing qui est donné en 1938 parce que la politique nazie est de fait un échec. Les juifs partent mais pas assez, puisque dans le même temps où les Juifs partent, d'autres arrivent puisque le Reich est en train d'annexer des territoires en Autriche, dans les Sudètes, d'où ce coup de pression de la dite nuit de cristal, plus de l'incarcération de 30 000 personnes en camp de concentration et donc d'une émigration renouvelée. Et puis la fin de tout cela arrivera en 1941 avec la fameuse interdiction de sortir du Reich. Et là, on passe à une toute autre politique. Donc il y a une diachronie, il y a une évolution, alors que nous, avec le recul du temps, nous avons tendance à écraser un peu la perspective. Alors, pour essayer de vivre dans cette Allemagne où la vie devient invivable pour les Juifs, il y a une autre manière de faire, et c'est celle que va nous expliquer Christoph Kreutzmüller, à l'exemple notamment d'un photographe juif allemand de l'époque qui s'appelait Fürstenberg et qui, contre la Deutungshoheit, contre la souveraineté d'interprétation que les nazis voulaient donner d'eux-mêmes à travers leurs propres images, eh bien ce photographe juif allemand a décidé de prendre ses propres photographies de l'Allemagne nazie et de la vie des juifs allemands sous l'Allemagne nazie. Christophe. Merci à mes prédécesseurs. Un grand merci également à l'interprétation. Et je suis donc effectivement désolée que vous soyez tous obligés d'avoir le casque sur vos oreilles, étant donné que malheureusement, je ne parle pas français. La politique, c'est toujours une lutte, un combat pour les images. Vous le voyez ici, une image qui a été publiée en 1933 à Paris dans la revue Illustrée. Très souvent, ces photos sont le fait des responsables, des persécutants. Et très rarement, dans la persécution des Juifs, on a effectivement eu des observateurs empathiques tels que August Sander. On le voit très bien à travers ces photos. Ça, c'est plutôt l'exception. Mais en plus des photos des responsables et des photos empathiques, il y a très, très peu de photos de Juifs. Et je souhaite aujourd'hui vous présenter une série de photos sur laquelle je travaille actuellement, étant donné que je m'occupe d'organiser une nouvelle exposition permanente au sein du musée juif à Berlin. La majorité des photos que nous connaissons, quand on connaît donc effectivement les photographes juifs, ce sont Pizarek, Sandbeck. C'est très difficile de trouver des photographes amateurs, même s'il y a eu énormément d'appareils photo en Allemagne. 9 millions d'appareils photo en 1940. C'était effectivement un pays des photographes, mais très peu de ces photos peuvent être trouvées. Mais il y en a quelques-uns, je souhaite vous le montrer. Là, c'est une photo de quelqu'un qui s'appelle Martin Marx, qui a photographié son père avant que celui-ci n'émigre aux États-Unis. Donc, son père, à côté de la porte de sa maison familiale à Groß-Gerau, à côté de Francfort, où il y avait effectivement eu des inscriptions et pendant plusieurs jours. Donc, on le voit très clairement.
inscriptions ici sur la porte, des mots qui ont été effacés et à nouveau inscrits. Et Martin Marx, étant donné effectivement ces différents actes, ces inscriptions lors de cette première phase de persécution de Juifs, se décide effectivement de quitter le pays. Et je pense que la photo est très impressionnante parce qu'il demande à son père de se mettre devant la porte et le représente avec beaucoup de dignité. Et son père reste en Allemagne, sera déporté à Theresienstadt et tué. Mais voilà donc la série que je souhaitais vous montrer. Ce sont des photos de Fritz Werner Fürstenberg, qui est né en 1904. Il était un associé d'un commerce d'objets de cadeaux. Donc, ce n'était donc pas un avocat, c'était un détaillant, un commerçant. Et cette société ouvre en 1933 une filiale à Amsterdam, comme beaucoup d'autres, pour effectivement se protéger. Otto Frank le fait pareil. Et cette filiale à Amsterdam est effectivement dirigée par Fritz Fürstenberg, ce qui lui donne l'occasion de voyager régulièrement entre sa famille à Berlin et à Amsterdam. En 1940, comme beaucoup d'autres Juifs, il se retrouve piégé. Il réussit à faire cacher ses enfants et à fuir avec son épouse en Suisse. Il revient à Amsterdam pour ensuite, donc après la guerre, demander la restitution. Et ensuite, il se fait plaisir, à savoir un voyage de Amsterdam au Caire avec sa famille et avec cette voiture. Donc là, il est en Tunisie, effectivement. Il se fait photographier par son épouse et qu'il envoie à un journal d'automobilistes néerlandais. Donc, lui était effectivement un photographe passionné qui prend énormément de photos et qui continue à travailler effectivement dans son commerce. Et dans les années 90, son fils remet une série de photos au musée juif, donc 26 photographies, la plupart du temps en format horizontal. Donc, lui cherche à faire des photos panoramiques, non pas des portraits comme Auguste Sander. Et je souhaite donc vous dire quelque chose sur ces photos, parce que quand on regarde suffisamment longtemps, on voit très bien où les photos ont été faites. Donc, on voit ici un panneau d'affiches pour le journal Der Sturm. Donc, c'est à Evelo, à côté de Hanovre. Si on est suffisamment fou, on peut même retrouver la maison et même la prendre en photo maintenant. Cette même maison où se retrouvait ce panneau. Ensuite, on peut également retracer la route qu'avait pris à l'époque Fritz Fürstenberg. Donc, il traverse la montagne du Harz au sud de Hanovre et je souhaite vous montrer maintenant ces photos. Donc, première photo que nous avons réussi à localiser, c'est à Bad Harzburg, dans une ville des eaux, dans la montagne du Harz. Et c'est intéressant parce que là aussi, on voit une édition du Sturm. Donc, on le voit ici. Donc, c'est en 1935, donc août 1935. Et c'est là, effectivement, que le Sturm avait grandi. Ça avait été un journal en Franconie avec une édition de 60 000. Et ensuite,
10 fois plus en peu de temps. Et là, vous avez donc effectivement Bad Harzburg. Là, c'est dans une banlieue où on voit effectivement ce panneau fait main. Donc, c'est effectivement un petit panneau qui avait été complété par un ajout où on dit qu'il y a un magasin d'un juif où il ne faut surtout pas aller. Ensuite, Achtung, où ce panneau est tout à fait différent, où on dit les Juifs allez dans votre propre pays puisque vous avez été démasqués dans le nôtre. Donc, ça rime en plus, cette tradition typiquement allemande. Ensuite, Hildesheim, vous voyez ici une église qui existe encore aujourd'hui. Le panneau n'est plus, fort heureusement. Donc, les Juifs ne sont pas souhaités, c'est ce qui se dit. Ensuite, il continue, là, ça s'appelle Abergen, et il est dit, les Juifs n'ont rien à faire à Abergen. Quand je vois les photos, je me demande qui souhaite faire quoi que ce soit à Abergen, mais ça, c'est une autre question. Là, on arrive plutôt à Hanovre. Là, Everlo, donc effectivement, ce panneau du Sturm qu'on avait déjà vu. Donc, ça permet donc effectivement de bien localiser. Là, on arrive en Allemagne du Nord. Et là, une photo qui m'a beaucoup touchée, parce qu'on dit donc effectivement que les Juifs ne sont pas souhaités ici. Donc, juste devant des pommiers, effectivement. Et moi, ça me touche parce que c'est effectivement ma patrie. C'est pour ça que je souhaitais absolument travailler sur cette série photo, parce que c'est de là où je viens. Et c'était intéressant de voir effectivement la voiture ici avec laquelle Fürstenberg a bougé. Et là, c'était donc la fiancée de Fürstenberg qu'on voit sur la photo. Et donc, on voit effectivement que ces panneaux sont divers et variés. Donc, ça montre bien que ce n'est pas quelque chose qui avait été imposé de façon centrale. Ce sont des initiatives locales et individuelles. Et donc, du coup, là, il arrive dans la région Minden-Blödenbeck. Et là, on a effectivement trouvé des documents qui disent qu'un quart des communes possèdent ce genre de panneaux. On peut très bien les comparer, ces panneaux, parce que ici, par exemple, il est dit que la population ne souhaite pas avoir affaire à des Juifs. Donc, du coup, ça reste encore à peu près, bon, peut-être pas poli, mais là, par contre, dans la deuxième photo, on dit que les Juifs arrivent dans cette commune à leur propre péril. Donc là, c'est déjà très différent. Et là, tout en bas, on dit que ceux qui fréquentent les Juifs se font exclure de la communauté du village. Donc, vous voyez effectivement que ça va crescendo. Et quand on compare ces panneaux avec d'autres photos, on se rend compte que sur ces photographies qui avaient été faites par des non-juifs, on voit beaucoup de personnes qui s'y retrouvent effectivement et qui très souvent saluent leur arrivée. Donc, ces personnes qui effectivement regardent, on ne les a jamais sur les photos de Fritz Fürstenberg. Et ça montre effectivement le danger que Fürstenberg a pris en faisant ces photos. Il y avait deux dangers. Donc, si jamais il avait été vu en prenant ces photos et éventuellement
persécutés ou abattus par les nazis des différentes communes, parce qu'un tel lynchage n'était absolument pas à exclure pendant cette période-là. Et le deuxième danger, si jamais ça lui était arrivé, on l'aurait également présenté devant un tribunal, parce qu'il y avait eu une loi de par les national-socialistes qui interdisait de communiquer de façon négative sur l'Allemagne. Donc là, il encourait effectivement une peine de prison de 2 ans. Et en tant que juif dans un camp de concentration allemand, il savait très très bien que c'était dangereux. Et je parle bien de cette toute première période. Dès ce moment-là, c'était effectivement déjà très dangereux pour lui. Donc, il a fait preuve de beaucoup de courage et on se rend bien compte du danger, parce qu'on voit bien ici que la photo avait été prise à l'intérieur de la voiture, et on m'avait dit que la voiture c'était un sédan Packard, et ça le protège parce qu'il roule vite, et on voit très bien que ce sont des instantanés, parce que parfois on voit que c'est coupé, qu'on n'a pas le panneau dans son ensemble. Il est évident qu'il avait peur, que c'était dangereux ce qu'il était en train de faire. Et ensuite, il fait quelque chose de tout à fait remarquable, parce qu'il remet ses photos au centre de l'information juive. Et cet office se trouve effectivement à Amsterdam, et eux documentent de façon passionnée tous les actes violents contre les Juifs en Allemagne, parce qu'ils essayent de sensibiliser le public quant à la situation des Juifs en Allemagne. Malheureusement, pas toujours couronné de succès, mais ils ont été très engagés, et c'est Alfred Wien qui avait la direction de ce centre, et qui ensuite quitte Amsterdam pour aller à Londres. C'est donc cet album photo qui vient de là, donc de Amsterdam, en octobre 1936. Donc, ce serait comme une présentation PowerPoint aujourd'hui, avec un épiscope, donc, où on montre effectivement des photos comme des diapos. Et quand on l'ouvre, cet album, on voit effectivement les photos de Fritz Fürstenberg. Et là, je vous ai emmené une photo que je trouve particulièrement intéressante, parce que quand vous le comparez, vous voyez que c'est un mauvais tirage. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que le visage de cette femme a été masqué, parce qu'à Amsterdam, tout comme à Paris, à chaque fois qu'il y avait une réunion d'émigrés, il y avait forcément quelqu'un de la part de la Gestapo. Donc, il était absolument obligé de protéger celle qui est devenue son épouse en 1936, et donc il a effectivement caché son visage, parce que ensuite les Allemands sont arrivés à Amsterdam, et c'est sûr qu'il aurait tout de suite emprisonné, et là heureusement il a pu échapper et passer ses photos à son fils. Et maintenant les photos sont donc effectivement chez nous et vont jouer un rôle très important dans la nouvelle exposition du Musée juif à Berlin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Christoph Kreutzmüller pour cette introduction à une exposition qui nous donne envie d'aller voir. On va
tous s'y précipiter. Merci d'avoir fait également ce trajet en voiture pour retrouver les lieux. Et on comprend, Christophe, que cela t'a d'autant plus touché que, effectivement, il s'agit de ta région d'origine. Comme Christophe doit lui-même émigrer, donc nous quitter bientôt, je propose que nous prenions d'abord, avant son départ, les questions qui sont adressées à lui et à son exposé. Je crois que nous sommes tous un peu sous le choc de ces images et des questions s'imposent sans doute pour Christoph Kreutzmüller. Qu'il était interdit d'avoir des propos injurieux contre l'Allemagne, mais ça signifie qu'ils avaient conscience que c'était mal ce qu'ils faisaient contre les Juifs. C'était pas banal pour eux. Ich muss Ihnen eine ganz einfache Antwort geben. Oui, peut-être une réponse tout simple. Oui, bien sûr. Das ist. Ich glaube selbst, dass den Teilnehmern der Wannsee-Konferenz, die je pense que les participants à la conférence de Wannsee, même eux, il me semble, avaient cette conscience que c'était un meurtre. Ils l'ont occulté, ils ont essayé de ne pas y penser, ils ont pensé à leur carrière, mais bien sûr. Il y a eu ici, il y a quelques mois, la présentation du dernier livre de Nicolas Stargard, professeur d'histoire à Oxford. Ça s'appelle La guerre allemande. Il montre très bien à quel point, à la fin de la guerre, un certain nombre d'Allemands sont persuadés du fait que les Juifs vont se venger donc des Juifs mondiaux, etc. Donc il y a toute cette imbrication entre un discours idéologique et une véritable peur, parce qu'on sait que c'est pas bien. D'autres questions pour Christoph Kreutzmüller? Moi j'en ai une. Je sais qu'à Berlin, vous avez justement souvent des tas de collections qu'on vous propose. Comment vous pouvez expliquer ça? Et surtout, à votre avis, il y a combien de collections comme celle-là? Il y a combien de photos? Parce que Pizarnik, il y en avait déjà 5000 ou 7000. Guidal, il y en a énormément. Comment vous expliquez cette... Je sais par exemple que le musée ne peut pas toutes les prendre, parce qu'il y en a tellement. Comment vous choisissez ça? Comment vous décidez que telle collection est plus intéressante qu'une autre collection? Comment on fait pour prendre des décisions comme ça? Ich fange mal mit etwas an, was ich eigentlich nicht sagen soll. Oui, je pourrais peut-être commencer par quelque chose que je ne devrais pas dire. Bien sûr que c'est toujours un tout petit peu arbitraire. Et dans ce cas, le curateur s'est effectivement dit oui, bon, je connais, c'est ma région, là je dois dire quelque chose. Mais je pense que c'est valable, légitime, puisque je l'explique. Donc c'est moi qui me justifie. Mais par ailleurs, en fait, on n'a pas tant de collections ou de photographies que cela. C'est quand même tout à fait exceptionnel que quelqu'un prend sur soi ce danger. Donc, cette collection de 26 photos et qui va effectivement sortir d'Allemagne, garder avec lui et ensuite transmettre. Et il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça, c'est effectivement la deuxième raison. J'aurais éventuellement pu commencer par là. Une autre question ici. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, vous avez dit que les panneaux, il n'y avait pas eu de décision centrale, c'était des initiatives locales. Qu'est-ce qu'on sait sur comment s'est prises les décisions? Est-ce qu'il y a des historiens qui ont refait un peu l'enchaînement de la décision locale? Qui a décidé quoi? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a pu savoir? Ja, das ist, ich sage das mit der gebotenen Vorsicht. Oui, tout à fait. Bon, je fais très attention en disant ça, mais en ce qui concerne l'histoire de ces processus en Allemagne fédérale, très souvent est basée effectivement sur des recherches locales. Donc, un instituteur, par exemple, qui va dire « Moi, je souhaite savoir ce qui s'est passé dans ma ville ». Et après, qui l'a fait
les responsables de parti, les responsables de groupes du parti, parfois des radicaux et des antisémites radicaux qui vont envoyer ces photos au journal Le Sturm en se postant devant et en disant voilà ce que j'ai imposé dans ma commune, regardez bien, et publier cette photo. Donc ça a été souvent le cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'État, ne serait-ce qu'à ce moment-là, essaye effectivement plutôt de l'interdire, parce qu'à ce moment-là, il en va de leur intérêt de paraître plutôt comme un État modéré. Donc il y a ces panneaux disant que les Juifs font ça à leur propre péril, et là l'État dit non, ça n'est pas possible. Donc parfois la Gestapo va même enlever ces panneaux parce que ça ne correspond pas encore à la politique officielle. Donc quand on se demande comment ça fonctionne par rapport aux lois de Nuremberg, ça c'est une réaction également par rapport à ces panneaux. Donc quand sur les panneaux on met qu'on ne souhaite pas la présence des Juifs, du coup on souhaite savoir qui sont les Juifs, comment est-ce qu'on les identifie, parce qu'on peut éventuellement aller voir les noms dans les passeports et du coup il y a effectivement ce souhait de savoir qui est exactement juif, parce que là on est en été 35 et c'est ensuite que les lois vont arriver. Nous continuons l'ordre du jour, comme dirait Eric Vuillard. Eh bien nous poursuivons donc l'ordre du jour avec, pour la bonne fin, une nouvelle prise de parole de Dominique Bourrel sur les réactions singulièrement du milieu artistique et intellectuel à la prise de pouvoir des nazis à partir de... Enfin, l'arrivée au pouvoir, c'est plus une arrivée qu'une prise, à partir de 1933. Dominique. Les deux derniers prix littéraires de cette année, c'est de nouveau, l'un commence par la conférence du Ehrenclub, l'Anschluss, etc. Et le deuxième, c'est Mengele. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de l'Allemagne, comme à chaque fois qu'on parle des Juifs d'ailleurs, on réduit l'histoire juive et l'histoire de l'Allemagne à quelques années, certes dramatiques, certes tragiques, ça c'est clair. Et ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça raconte, comme disent les journalistes aujourd'hui? Comment ça se fait ça? Que la même année, il y a par exemple eu ces deux prix. Ça c'est quelque chose de tout à fait curieux. Alors, ces universitaires et ces artistes, il y a beaucoup de gens qui étaient, ils avaient quand même les antennes dehors, très vite. Les gens ont vu qu'il n'y aurait pas de compromis possible. D'abord parce qu'une grande masse était très à gauche. Il y avait des listes qui circulaient. On parlait d'Einstein tout à l'heure. C'est pas, ça va vous amuser, mais c'est pas du tout. C'est pas encore, en tout cas, Alzheimer, l'histoire avec Marilyn Monroe, mais simplement parce que parce que Einstein. On lui a, vous savez, il avait demandé de pas être, d'être incinéré. Et ce qu'on a fait, sauf que le médecin il a juste pris le cerveau d'Einstein, qu'il a gardé. C'est d'ailleurs extraordinaire. Il l'a découpé en lamelles pour les collègues, et en demandant, parce qu'entre guillemets, comme disent mes étudiants, mais ils sont comme nous quand même, les Juifs. Et alors c'est très étonnant, parce qu'on se dit, on va trouver un cerveau, et on a trouvé un cerveau plus petit que la normale, d'ailleurs comme celui de Leibniz, et une fois dans l'article que j'ai lu, il y avait, et Marilyn Monroe, il était beaucoup plus gros. Donc c'est pour ça que je pensais à ça. Einstein était sur les listes tout de suite après la mort de Rathenau, Tucholsky bien évidemment, tous ces journalistes, tous ces auteurs. Donc très vite, comme l'a très bien dit notre collègue, ils ont cru d'abord pendant un moment qu'ils allaient pouvoir rester à Prague, rester à Paris. Beaucoup étaient à Paris bien évidemment. Et en fait très vite, ils ont compris, pas seulement d'ailleurs les Juifs, le frère de Thomas Mann, etc. Enfin tous ces gens-là ont quand même compris assez vite ce qui allait se passer. D'autant plus que, alors là c'est quelque chose que je ne voulais pas oublier de vous dire, la communauté juive en Allemagne à l'époque est en réalité effectivement pour grande partie émancipée ou en tout cas libérale, mais on a quand même une petite communauté juive orthodoxe. Et pour cette communauté orthodoxe, encore une fois, c'est l'antisémitisme, on est habitué.
Et d'autant plus que les autres, je parlais de Walter Benjamin tout à l'heure, Walter Benjamin est un aristocrate. C'est des gens qui habitent dans des lofts avec 2 ou 3 étages où il y a quelqu'un à la maison pour les servir. Ceux qui connaissent Berlin, d'ailleurs, ils ont qu'à se mettre à côté de notre ambassade devant la porte de Brandebourg et de prendre un plan et un annuaire de Berlin de l'époque. À part notre ambassade, 5 Pariserplatz, vous avez l'atelier de Liebermann, les Goldschmidt Rothschild, etc., etc. Donc ces gens-là, ils perdaient gros aussi, là. Et encore une fois, ils se sont dit, bon, il y a de l'antisémitisme, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir comprendre, qu'on va pouvoir maîtriser, etc. Et très vite, après, ça a été bien évidemment trop tard. Et pour certains de ces orthodoxes, les gens disaient, bah, c'est une punition. C'est une punition, c'est-à-dire comme on ne respecte pas le Shabbat, comme on n'est plus les bons juifs, et bien finalement, alors ça paraît incroyable aujourd'hui d'entendre ça, mais malheureusement, nous les historiens, on fonctionne avec les documents, donc ça s'improvise pas et on a trouvé les documents. Et comme tu l'avais dit aussi tout à l'heure, il y a un pourcentage, comme il y a cet effet grande ville, il y a naturellement ces célèbres Ostjuden qui viennent encore aujourd'hui à Berlin dans le Scheunenviertel, c'est-à-dire derrière le quartier des Granges, derrière l'Alexanderplatz, où là, forcément, ces juifs-là sont particulièrement visibles. Les autres, c'est des bac plus 15, c'est votre banquier, c'est ce que disait tout à l'heure Farge. Les banques, les dignitaires nazis vont continuer d'avoir des comptes chez les banquiers juifs. Par exemple, chez les Mendelssohn. La banque Mendelssohn n'est arianisée qu'en 1938, parce que Chartres a dit à Hitler, faites attention, ceux-là, si on les touche, c'est foutu. C'est tout le système qui s'effondre. Chartres avait prévenu Warburg, qui est aussi une autre de ces grandes banques juives allemandes, en disant, écoutez, vous, on ne va pas pouvoir vous sauver longtemps. C'est la raison pour laquelle les Warburg sont partis. Les derniers, je voulais en parler à cause de Cologne, c'est les Oppenheim. La banque Oppenheim, c'est une banque de Cologne, qui naît donc à la fin du XVIIIe siècle, et qui existe encore aujourd'hui, qui a été après pris par la Deutsche Bank, mais qui encore aujourd'hui a des activités. Et bien cette banque Oppenheim, en faisant rentrer dans son conseil d'administration 1 ou 2 ariens pur sucre, ou 1 ou 2 goyim, pendant longtemps va essayer de trouver un compromis. Et après, très vite, c'est ça les systèmes totalitaires, c'est ça qu'on lit quand vous lisez Hannah Arendt, c'est-à-dire que du jour au lendemain, à un moment, c'est fini. Et tu as très bien dit aussi, pendant un moment, ils ont réussi à partir, ils avaient trouvé encore $1000 pour avoir un affidavit, etc. Puis après, ça a été absolument coupé. Dans cette histoire-là, dans cet auteur, c'est encore plus incroyable, parce qu'il est en plus à Linz, alors qu'il est Führerstadt Linz. Vous savez qu'à Linz, Adolf Hitler voulait un musée spécial. Il voulait supprimer les Juifs de la terre, mais il voulait garder leurs livres, leurs photos, etc., pour le faire dans un musée à Linz. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Je voulais juste terminer justement par cette histoire-là, parce que ça nous donne quand même un secret sur l'histoire du peuple juif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces Juifs qui ne pèsent même pas 1% de la population, qui sont encore une fois en tête des prix Nobel, des professeurs, des musiciens. Il y avait par exemple, on vient d'avoir l'autobiographie du premier violon de la Philharmonie de l'époque. Et ça s'appelle Seitensprung. C'est super parce que Seitensprung en allemand, c'est aussi quand vous trompez votre femme, quand vous faites un pas de côté. Et Seiten, c'est la corde sur le violon. Et donc Seitensprung, il raconte un peu. Et alors c'est tout à fait incroyable parce que le nom m'échappe. Ce Seitensprung-là, ce type, il est rentré après de nouveau à Berlin. Et bien évidemment, Karajan lui a dit Kommen Sie doch wieder. Et alors là, il a dit bon, on va. Parce que Karajan a quand même été 2 fois inscrit au parti nazi. Une fois en Autriche et une fois en Allemagne. Alors, il n'avait quand même pas demandé autant. Et alors, il y a eu une discussion, il raconte bien, entre Karajan et tout seul, et il est revenu comme premier violon du musée de Berlin, comme de Philharmonique, comme aujourd'hui, où le premier violon est un petit Israélien, puisque, comme vous savez, il y a à peu près des milliers d'Israéliens qui sont aujourd'hui à Berlin. Pas en Allemagne, pour eux, c'est Berlin. Là, il y a quand même quelque chose de tout à fait incroyable qui se joue. Et pas seulement, justement, du point de vue de la tragédie, mais avant, du point de vue de la tragédie, ça va un peu de soi. On se dit, on voit bien comment ça va se terminer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est avant. C'est qu'est-ce qui s'est joué, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire des Juifs allemands singulièrement? Parce que tu parlais de Hannah Arendt. Hannah Arendt, dans ses notes sur le procès de 1961, dit bien à quel point elle méprise ces Juifs d'Israël qui sont pour elle des Arabes. C'est ces Juifs qui ne parlent pas allemand, qui ne parlent pas yiddish. C'est quelqu'un qui est resté jusqu'à la fin de sa vie fidèle
amoureusement même, à Martin Heidegger, bon, qui avait eu une attitude peut-être un petit peu délicate, ou indélicate à certains moments entre 1933 et 1945, bon. Mais voilà, pour elle, Heidegger est quand même beaucoup plus estimable qu'un juif séfarade qui est incapable de parler allemand. Et elle insiste, mais d'une manière, avec un racisme épouvantable, sur leur teint de peau, sur leur accent, sur leur inculture, sur leur vulgarité. Elle les méprise. Et il y a quelque chose, et Hannah Arendt se sent beaucoup mieux quand elle retourne en Allemagne que quand elle va en Israël, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Voilà. C'est intéressant. Alors c'est sur ce message d'espoir que je conclus cette table ronde, et je vous cède bien volontiers la parole. S'il y a des questions pour nos intervenants. Oui, au fond. Sinon, vous aurez encore une petite blague pour la fin. Je n'ai pas beaucoup aimé l'interprétation que vous venez de faire de Hannah Arendt. Je pense que le moment n'est pas venu pour en débattre. Je pense que c'est excessivement caricatural ce que vous avez dit. Oh, il suffit de la lire. Elle n'a pas méprisé les Israéliens. Elle n'a pas élevé les Allemands au-dessus de tout. Elle n'a pas continué à être amoureuse de Heidegger. Ah bon? Ça, vous êtes tombé un peu dans le Klatschen. Non, il suffit de la lire, monsieur. Il suffit de la lire. Non, mais j'ai beaucoup lu là-dessus. Justement. Je pense que vous avez infiniment simplifié. Enfin, Dominique, tu le sais bien que c'est pas vrai. Écoutez, c'est mon métier de simplifier, que voulez-vous? Je vais défendre notre président, non seulement pour certains Israéliens, mais par exemple le procureur général, Hausner, qui vient de Lemberg, et elle dit, ce type, il parle aucune langue. C'est quand même incroyable. C'est la raison pour laquelle, effectivement, Gershom Scholem a écrit des pages terribles contre Hannah Arendt en disant... Et c'est vrai que c'est presque un procès curieux en disant, finalement, vous n'avez pas d'Ahavat Israël, vous n'aimez pas... Et là, Hannah Arendt lui dit, mais moi, Israël, c'est plutôt Rodez avant le Zambèze, quoi. C'est-à-dire, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime ça, et pas le reste. Non, et sur Heidegger, alors là, il savait même pas faire marcher la broyeuse, Parce que quand on se pense maintenant avec ces fameux Schwarze Hefte qu'il a laissé intentionnellement. Alors ça, c'est quand même... Au début, je pensais un peu comme toi. Je pensais qu'on en rajoutait un peu une louche. Mais là, quand même, c'est effrayant. Alors, dans le même temps, il écrit à Elfriede, à sa femme, en disant « Je viens de lire du Martin Buber, c'est formidable ». Et quand on voulait faire un recueil d'hommages, ce que les Allemands font très souvent toutes les décennies, et même toutes les moitiés de décennies, Heidegger demande Paul Celan et Buber. Son éditeur lui dit « Qui est-ce que vous voudriez qu'il fasse un texte ?» Et Heidegger lui-même dit « Demandez à Celan et à Buber ». Comme chacun sait, les deux ne l'ont pas fait. Voilà, absolument. Sur cette question, alors pas tellement sur la question de Heidegger lui-même, mais comme je me suis intéressé à la communauté des personnes venues d'Allemagne et d'Autriche en Palestine mandataire et qui sont restées en Israël, puisque j'ai travaillé sur des entretiens qui ont été faits dans les années 90 avec cette communauté, on se rend effectivement compte que l'autre, pour elles et eux, l'autre, c'est pas tellement les Arabes. C'est très intéressant si on se rapporte aux écrits et aux témoignages des années 30 et de la rencontre avec les populations arabes. On se rend compte que finalement les relations entre juifs allemands et arabes sont meilleures qu'entre juifs allemands et juifs orientaux. Qui sont le véritable autre que l'on ne comprend absolument pas et tout, alors qu'on a des relations plutôt alors ça se tend en 36-39, ça devient carrément atroce par la suite, mais en tout cas les toutes premières années, le premier contact, si on essaie de faire une histoire du premier contact, le premier contact entre juifs allemands et arabes, entre Yéké et arabes, n'est pas si mauvais que ça. Et on a des relations on est médecin, les patients sont arabes, etc. On apprend l'arabe aussi pour parler avec ses patients. Et donc il y a des choses qui vont en ce sens, disons, d'un point de vue de l'histoire micro-sociale, on va dire. D'autant plus qu'une des associations qui s'appelait le Brit Shalom, qui a été justement pour défendre le droit des Arabes, pour faire attention à la manière dont on traitait les Arabes, a été créée en grande partie par tous ces Juifs dont tu parles, non seulement Buber, mais tous ces gens qui venaient soit de Prague, soit de l'Allemagne, quoi.
Mais vous notez bien qu'en termes sociologiques, c'est intéressant, il y a bel et bien un complot juif, mais il y a aussi un complot universitaire. L'un d'entre eux est attaqué, les deux autres le défendent. Donc voilà. Madame. Oui, moi je voudrais juste dire quelque chose que M. Borrell et M. Farge savent très bien, c'est que les Yeke, les Juifs allemands qui sont partis en Israël, enfin en Palestine en 35-38, c'était le cas de la famille de mon père. Et cette génération, ils ont parlé allemand jusqu'à leur mort il y a quelques années. Et pour certains, moi je vois la tante de mon père, elle ne savait pas l'hébreu, quasiment pas, quoi. Donc il y a aussi cet amour de la langue allemande chez Hannah Arendt. Hein. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut mettre en évidence. Et bon, enfin, vous le savez. D'autant plus qu'il y avait une concurrence justement pour ces Allemands qui étaient arrivés en Palestine, qui étaient des Herr Professeur Doctor, qui étaient des types, comme disent les jeunes, qui se la pétaient un peu. Et alors que là, pour la première fois, c'est les Polonais et les Russes qui vont leur passer devant, et ceux qui savent le yiddish, parce que quand vous savez le yiddish, vous savez l'hébreu en 3 jours. Alors que quand vous avez été au lycée français de Jérusalem, de Berlin, que vous avez fait du grec et du latin, comme disaient justement les gens que tu as interviewés, et même les libraires, il y en avait une qui me disait « moi je venais de Hambourg, alors on avait appris un peu l'anglais, mais mes copains qui venaient de Berlin, alors ils savaient que le latin et le grec, et ça nous a pas, et le français, et ça nous a pas beaucoup aidé. » D'autres questions, madame? On entend toujours, effectivement, chez vous aussi, le terme de communauté juive. Or, dès le départ, vous dites que ces juifs, enfin ces Allemands, ces juifs, ils étaient allemands. Et ils étaient donc dans la société comme les autres. Et pourquoi toujours dire communauté? Pourquoi? Pourquoi ce mot? Oui, ça c'est une question. Alors c'est vraiment une question très intéressante. C'est extrêmement intéressant parce que c'est exactement comme ça qu'ils se sont vécus eux-mêmes en grande partie. Et alors. Il faut voir aussi que ces juifs allemands, ou on devrait dire d'ailleurs ces Allemands juifs, voilà. À la limite, ce serait plus juste par rapport à leur propre. Il y en a qui sont protestants, il y en a qui sont juifs. Voilà. On ne dit pas la communauté protestante. En tout cas, on peut répondre par une anecdote qui plaira beaucoup à Dominique, qui est friand de ces anecdotes. Dans l'un des entretiens que j'ai consultés, quelqu'un dit, donc dans les années 90, ce sont des entretiens qui ont été faits dans les années 90, intégralement en langue allemande, à Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, dans des kibbutzim, intégralement en langue allemande. Quelqu'un dit, finalement, on était très contents dans ma famille parce qu'enfin, on nous a, avec les lois de Nuremberg, on savait qui était juif. Et donc cette grande question à l'intérieur de la famille, faite de mariage mixte, faite de conversion, etc., finalement, elle a été résolue, enfin. Donc vous voyez toute l'ironie qu'il y a derrière. Mais c'est le parcours de ce que Ricoeur appelle une vie examinée. C'est-à-dire qu'au bout du bout, hein, c'est quelqu'un qui est né en 1915 et qui en 1994 a donc 79 ans, 80 ans, il raconte cette anecdote. Pour répondre un peu à votre question, je réponds un peu de travers, mais je crois que ça y répond en partie quand même. Alors les baptêmes, si vous voulez, ça trompait personne. Lisez un des documents les plus formidables qu'on a là, c'est l'autobiographie de Gershom Scholem, qui part très tôt en 23, qui est en livre de poche, qui est un Berlinois donc, et qui part donc assez vite en 23 en Palestine, et qui reste donc en Palestine et en Israël. Et il raconte bien, dans la famille, on faisait quand même Noël. Soi-disant, eux, ils n'étaient pas convertis, hein, ils étaient très libéraux, ils n'avaient jamais entendu quelque chose d'autre sur son judaïsme, mais on faisait quand même Noël, on écoutait du Jean-Sébastien Bach, et quand vous regardez par exemple la liste des gens qui vont à Bayreuth, qui normalement n'aurait rien à voir avec nos affaires. Là, vous voyez bien sûr qu'il y a une partie de juifs. Alors ça, c'est après un vrai problème. Qui sommes-nous pour dire que c'est un juif ou pas un juif ou un non? Parce que les gens, ils vous parlent de Freud, mais Freud vous explique qu'il ne voulait pas l'être, ou de Spinoza, qui vous dit surtout pas, Heine, qui bien évidemment dit il n'en est pas question. Donc tous ces juifs-là, nos petits copains de Marx, bien évidemment, nos petits copains avec une kippa de Bar-Ilan diraient mais de quoi vous parlez? Alors il y a une histoire merveilleuse, c'est pas celle-là que je voulais vous raconter, mais elle est incroyable. Vous l'avez aussi, vous l'avez en français. Ça s'appelle Mendelssohn est sur le toit.
C'est un truc incroyable. Alors, c'est à Prague, je crois, où il y a un dignitaire nazi qui doit arriver là, Heydrich ou la Zova, et alors on dit, écoutez, on est à Leipzig ou à Prague, et donc on se dit, il y a quelque part un buste de Mendelssohn, de Félix. Alors il faut absolument que cette statue disparaisse, sinon on va se faire attraper. Alors on va chercher le rabbin, et on dit au rabbin, tu dois savoir, toi, Mendelssohn, la tête qu'il a, etc. Et le rabbin dit, mais vous parlez de qui, là? Mendelssohn, mais il n'est pas juif, il s'est converti, les parents sont convertis, etc. Bon, très bien. Donc je vous la fais un peu courte, il arrive à la fin, et ils ont trouvé un type dont ils pensent que vraiment il a une tête de juif, quoi. Hein. Il dit, ce gars-là, ça doit vraiment être un juif. Alors il commence à faire tomber le buste et la statue, et à la fin, il dit arrêtez tout, c'était Richard Wagner. Ça s'appelle Mendelssohn est sur le toit, c'est un livre de poche maintenant de Jiří Weil. Voilà, c'est extraordinaire. Ben, on est à la fin ou pas? Non, vas-y, vas-y. Non, l'autre, c'est à propos des yékés, si vous voulez, parce que c'est là, il faut quand même jamais la rater. Comme c'est un jeune professeur, il n'a pas voulu la citer tout de suite. Moi, je suis à la retraite, c'est pas grave. Donc, on les appelait, comme vous savez, yékés à cause de leur yake, parce qu'ils ont construit Israël par 40 degrés avec ça. Vielen Dank, Herr Doktor, natürlicher Frau Doktor, etc. En hébreu, ça se dit Yehudé caché Havana, ça veut dire celui qui la comprenait difficile, il faut toujours lui dire 2 fois, quoi, forcément, parce qu'ils sont vraiment. Et alors, la blague la plus extraordinaire, c'est un qui revient avec un mal de tête épouvantable parce que le train entre Tel Aviv et Beersheva ou Haïfa, il était dans le mauvais sens quand il s'est assis. Et alors il va voir sa famille qui lui dit c'était épouvantable, j'ai eu mal à la tête. Et alors sa fille lui dit mais tu aurais pu demander à la personne qui était devant toi d'inverser l'endroit où tu étais assis. Et il dit mais il n'y avait personne. On pourrait passer un bon moment avec les blagues de Yéké. D'ailleurs, il y a des livres là-dessus. Et on a dû entendre, quand on voit justement les enfants et les petits-enfants, des gens qu'il a interviewés, ça c'est tout à fait extraordinaire. On leur dit, est-ce que vous savez encore un peu d'allemand ou est-ce que... Et alors il y en a un qui disait, moi je sais 2 mots. Ordnung et Schlafstunde. Schlafstunde étant la sieste, ou bien évidemment, fallait pas faire de bruit parce que le grand-père terminait sa sieste. Bon, mais écoutez, je crois que nous arrivons au terme de cette séance. Le regard noir de Livia me le rappelle. Noir et amical. J'ai failli vous raconter une blague aussi, parce que ce sont des blagues des Juifs de Berlin. Moi, j'en avais une aussi, mais elles sont moins drôles que celles. Non, mais à propos de ce que disait tout à l'heure Dominique, à propos de la culture, on a beaucoup parlé de culture. Vous savez qui a appris à lire aux Juifs? C'est Moïse. Qui a appris à lire aux protestants? C'est Luther. Qui a appris à lire aux catholiques? C'est Jules Ferry. Ça vaut pour la France, voilà. Je suis baptisé, je peux me le permettre, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci.